Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Allô Radio Imo, bienvenue sur Radio Imo. Alors vous le savez, Allô Radio Imo, c'est votre émission. Vous posez vos questions, d'ailleurs n'hésitez pas à poser-les sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter également. On les consulte, on y répond avec des experts. Aujourd'hui, nous allons parler des solutions d'investissement, puisque vous avez été nombreux à nous demander des solutions d'investissement. Pour ce faire, je reçois Arnaud Groussac, bonjour. Bonjour Bernice. Fondateur et président de Patrimoine Store, et Antoine Charbonneau, bonjour. Bonjour Bernice. Directeur des relations investisseurs chez Iroko. Alors on va parler avec vous messieurs de Pinel, de la loi Pinel et de la loi Pinel Plus, son évolution. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste, Arnaud, et avec vous Antoine, nous allons parler des SCPI comme solution d'investissement. Alors on va peut-être commencer avec vous Antoine, ouais. Qu'est-ce qu'une SCPI ? Alors je rappelle pour nos auditeurs que ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier, c'est régulé par l'AMF, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Alors concrètement, ça permet à des épargnants de se réunir pour investir ensemble en immobilier. Donc ils confient leur épargne à une société de gestion, comme Iroko, qui va s'occuper d'acheter pour eux de l'immobilier, de le gérer, les locataires, les travaux, et potentiellement de le revendre. Vous l'avez dit, c'est régulé et contrôlé par l'autorité des marchés financiers pour protéger un maximum les épargnants. Et il y a un rendement qui est annuel sur la SCPI qu'on appelle taux de distribution. Il y a plus de 70 milliards, pour vous donner quelques chiffres, d'encours sur gestion à date, et plus d'1 million de Français qui ont déjà adhéré à cette solution. 1 million de Français, donc à partir de quel montant peut-on investir dans une SCPI ? Alors ça dépend des SCPI, et c'est un des atouts également, c'est que c'est accessible à partir de quelques milliers d'euros. On n'est pas sur des biens immobiliers où il faut mobiliser une certaine grosse somme, on peut y accéder assez facilement. Donc ça peut être intéressant en cette période où, on le sait, c'est une période inflationniste, où les crédits remontent également, le taux des crédits remonte également. Donc voilà, alors chez vous, à partir de combien le montant chez Iroko ? Chez nous, c'est 25 parts qui correspondent donc à 5 000 euros. D'accord, donc à partir de 5 000 euros, un billet de 5 000 euros, on peut commencer à investir. Arnaud, alors sur Patrimoine Store, qu'est-ce que vous proposez comme type d'investissement ? Alors vous, c'est de l'immobilier, on achète un bien. Exactement, nous c'est que de l'immobilier, donc c'est pas de la pierre papier, c'est vraiment de l'immobilier physique. Nous en fait on accompagne les investisseurs dans l'ensemble des solutions de placement, et on est les premiers en France à avoir enlevé les honoraires compris dans le bien pour qu'on puisse personnaliser un accompagnement avec nos clients. Voilà, donc ils ont un service sur mesure et ensuite un abonnement pour la gestion courante de la fiscalité et autres jusqu'à la revente. Voilà. Donc là, c'est donc un bien concret qu'on met en location. Exactement. Pour ce faire, donc on choisit soit de l'ancien, soit du neuf. Ancien, exactement. En général, c'est LMNP, loueur meublé non professionnel. Ça permet de défiscaliser au maximum. Et alors, nous, on va parler plutôt du neuf et notamment de la loi Pinel. Alors, rappelez-nous ce que c'est la loi Pinel qui va bientôt s'arrêter. Là, c'est 2023. Alors, exactement. En fait, elle ne va pas vraiment s'arrêter. C'est-à-dire qu'elle va avoir son successeur qui arrive, la Pinel Plus, à partir du 1er janvier. Donc, ce qu'il faut comprendre, la loi Pinel, vous mettez un logement neuf ou réhabilité dans certains cas, ça marche aussi, sur le marché à destination de la résidence principale de votre locataire, donc c'est pas fait pour faire du Airbnb, et vous allez le louer pendant une durée de 6 à 9 ans principalement, et pendant cette durée, vous devez respecter un plafond de loyer et surtout des zones d'implantation de votre bien pour avoir une réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt, c'est le plus simple dans la loi Pinel, puisque vous avez 2% du prix d'achat par an en réduction d'impôt. Donc 200 000 euros, 2%, vous avez donc 4 000 euros de réduction d'impôt par an pendant la durée de détention. Voilà. La loi Pinel, elle va changer au 1er janvier parce qu'elle doit suivre les nouvelles normes thermiques. Ça avait été le cas du BBC à la RT 2012. Et donc, il y a un mouvement transitoire, finalement, qui va s'engager à partir du 1er janvier. La Pinel, telle qu'on la connaît aujourd'hui, RT 2012, va continuer pendant encore 2 ans, mais son économie d'impôt va baisser. On aura moins sur la durée, donc au lieu d'avoir 18%, on aura 15 puis 12, pour laisser place à la Pinel Plus, qui, elle, va garder l'économie d'impôt actuelle, donc 18% sur 9 ans, mais instaurer des nouvelles normes thermiques et surtout des nouveaux critères d'usage du bien. Et c'est un peu sur ce point-là... Qui sont plus contraignants. Voilà, exactement, et c'est un peu sur ce point-là où ça bloque. Ouais, où c'est moins avantageux du coup c'est beaucoup plus pour compliqué. L'investisseur. Voilà, ça va être beaucoup plus compliqué en termes de profondeur de produit et de profondeur de marché, parce que, par exemple, il faut qu'à partir des T3, il soit traversant, il faut qu'il y ait une surface minimale.
Mais c'est surtout que, comme on passe en plus sur la RT 2020, enfin sur la RE 2020, voilà, sur la RE 2020, on a un coût de construction qui augmente et une surface moyenne des logements qui va augmenter, puisqu'il faut qu'un T2 fasse minimum 45 mètres carrés. T1, c'est 28, je crois. Voilà, exactement. Et les T3, 65. Et donc, du coup, ça va faire augmenter la taille moyenne des logements et donc les budgets d'investissement. Donc, on n'est pas sûr d'avoir une rentabilité plus importante à partir du 1er janvier, surtout que les plafonds de loyer, eux, de zone ne bougent pas. D'accord. Alors, vous parliez des durées, la durée du Pinel, donc c'est un investissement sur le long terme pour que ça permette de défiscaliser. Concernant la SCPI, quand on fait un investissement dans une SCPI, alors c'est aussi un investissement à long terme, mais moins long que sur un bien immobilier. Alors, ça va dépendre des SCPI. De manière générale, on reste sur l'immobilier, on parle de pierre-papier, mais le sous-jacent reste de l'immobilier. On va acheter des immeubles de résidentiels ou des immeubles de bureaux, de commerce, des entrepôts. Donc on reste sur l'immobilier et ça doit se voir toujours sur le long terme. Chez nous, chez Iroko, on a environ un horizon de placement conseillé qui est de l'ordre de 7-8 ans. Alors, chez vous, c'est particulier parce qu'il n'y a pas de frais d'entrée. Exactement. Du coup, il n'y a pas besoin de les absorber, de les amortir. En revanche, quand il y a des frais d'entrée, déjà, à combien s'élèvent-ils, les frais d'entrée, et combien de temps il faut pour les amortir, justement ? En moyenne, sur le marché, selon l'IEIF, on a des frais d'entrée qui sont entre 9 et 10%. C'est vrai que nous, on a fait ce choix assez fort de ne pas prendre de commission de souscription, ce qui veut dire que vous êtes gagnant dès la première perception des revenus en tant qu'épargnant. Toutefois, on a mis en place une commission de sortie pour justement éviter qu'il y ait trop d'allers-retours sur la SCPI, puisque l'investissement en immobilier est long terme et investir prend du temps et désinvestir également. Donc on a mis en place une commission de sortie de 5% avant 3 ans. Donc avant 3 ans, il ne faut pas sortir de la SCPI, et après 3 ans, on n'est plus trop libre d'arbitrer. Et après 3 ans, du coup, il y a... Il n'y a plus de commission de sortie, toujours pas de commission de souscription, mais voilà, on reste sur du long terme, on doit profiter des cycles, profiter des revenus, d'une potentielle valorisation également du patrimoine, donc il faut rester sur du long terme, au moins 7 ans sur la SCPI Iroko Z. Alors c'est un produit plutôt stable grâce à la diversification, vous l'avez dit. Chez Iroko, vous investissez, vous prenez quelle classe d'actifs, en fait, sur quelle classe d'actifs ? Alors, Iroko, on a la chance d'être une SCPI qui a vu le jour pendant le confinement, donc les différents couvre-feu et autres, et ça nous a permis d'éviter justement les pièges classiques. Donc on a fait moins de bureaux que les autres pour accompagner l'essor du télétravail, un peu plus de logistique pour qui a explosé pendant le confinement, pour accompagner l'essor du e-commerce. Et puis on diversifie également sur la partie activités essentielles, avec des commerces notamment alimentaires, des supermarchés. Ça, on est sûr que ça marche bien. C'est plutôt résilient aux crises, en tout cas ça l'a prouvé. Donc on s'est constitué un portefeuille de supermarchés, et également tout ce qui est santé, éducation à travers des crèches, des polycliniques, des pharmacies. D'accord, oui, donc c'est vraiment très diversifié. Assez vaste, très diversifié. Arnaud, on va reparler du Pinel Plus. Alors, quels sont du coup les avantages au Pinel Plus, en fait? Pourquoi investir dans le Pinel Plus? Acheter un par rapport bien à aujourd'hui, aucun. Ah oui, donc vous êtes catégorique. Non. En fait, la seule vraie évolution du Pinel Plus qui est intéressante, c'est l'évolution de la norme énergétique. Ouais. Celle-là, elle est extrêmement intéressante, surtout aujourd'hui, en période de transition aussi énergétique et écologique. C'est hyper important. Tout le monde doit s'y mettre, au final. Voilà, tout le monde doit s'y mettre. Après, ce qu'il faut mettre en rapport aujourd'hui, c'est que même la RT 2012 aujourd'hui qui sort est une norme très performante en énergie. Pour donner quelques critères à nos auditeurs, quand on livre des logements neufs aujourd'hui, ce qui pénalise la RT 2012, c'est le chauffage au gaz dans les copropriétés. En clair, vous pouvez avoir un logement qui est classé B pour sa norme thermique, mais qui est classé C à cause du système de chauffage qui est au gaz. Comme le gaz va être interdit dans les copropriétés, cette problématique-là va disparaître, et donc la RT 2012 aujourd'hui est en B. La RE 2020 va à peine faire progresser sur du B+, ou du A suivant les catégories. Donc c'est pas non plus une révolution, c'est une évolution, mais c'est une évolution qui coûte extrêmement cher parce que la RE 2020, elle intègre le bilan carbone de la copropriété. C'est pas seulement l'économie d'énergie. Et c'est là, en fait, où le bas blesse. Je vous prends un exemple tout simple. Un promoteur, aujourd'hui, quand il fait un parking sous-sol, il ne peut pas le faire autrement qu'en béton. Bah oui. Ce parking sous-sol pénalise tout le bilan carbone de la copropriété. D'accord. Même s'il biosource les isolants, les matériaux, etc. Et c'est aujourd'hui une complexité sans nom. Et on le voit aujourd'hui dans les villes qui ont essayé d'être un peu avant-gardiste sur ça et même un peu idéologiste sur ça. On connaît bien à Bordeaux, avec le bâtiment frugal, etc. Même l'adjoint à la mairie démissionne aujourd'hui parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus sortir un programme. Du coup, il faut quoi ? Il ne faut plus mettre de parking ? C'est ça le problème, on fait comment en fait ? Et c'est toutes ces questions-là qui arrivent à marche forcée. Ouais.
et sans finalement de transition douce. Qu'il y ait une progression écologique, c'est absolument indéniable, il le faut. En revanche, il faut recadrer, et donc si vous couplez ça au fait d'avoir des logements plus grands et donc de baisser l'éligibilité de la loi Pinel, c'est pas forcément une belle évolution. Aujourd'hui, ce que l'on constate, nous, sur le parc de nos Pinel, puisqu'on gère pas mal de clients, il y a très peu de turnover sur les logements, et ça se comprend. Aujourd'hui, vous allez avoir, pour le propriétaire, un plafond de loyer, mais qui est compensé par une économie d'impôt. D'accord ? Donc, par rapport à de l'ancien, la rentabilité est la même, voire même un peu supérieure suivant les zones. Mais pour le locataire, vous avez non seulement un plafond de loyer, donc là aussi pour donner des repères, en zone B1, par exemple, un T2 de 45 mètres carrés, vous allez le louer 500 €. Donc pas plus, du coup. Voilà, donc ça veut dire que le locataire a un prix modéré, mais qu'en plus, il consomme peu. Et aujourd'hui, on a à peu près 48% de moins de turnover sur les logements en loi Pinel. C'est hyper vertueux comme système. Donc aujourd'hui, on a des municipalités qui s'évertuent à mettre des plafonds de loyer, à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Et on va gréver la loi Pinel alors qu'elle fonctionne très bien, et pour le propriétaire, et pour le locataire. Ouais. Voilà. Et ce qui a été décrié au départ, ces plafonds de loyer, finalement, aujourd'hui, ça s'impose comme une réalité. C'est accepté et très bien accepté par les propriétaires et par les locataires. Les propriétaires, du moment qu'ils remboursent leur crédit, ils sont voilà, et surtout, vous avez l'économie d'impôt qui vient bonifier. Et donc, du coup, vous n'êtes imposé aussi que sur le loyer plafonné. Ouais. Voilà, donc il y a plein d'avantages derrière. Mais c'est vrai que aujourd'hui, cette évolution Pinel ne va pas dans le bon sens. Il aurait, par exemple, été de bon ton d'encourager la transition en disant, si vous êtes en RE 2020, au lieu d'avoir 10,50 € du mètre carré de loyer, vous avez 11 € de plafond. Ça, surtout que le locataire va s'y retrouver en norme thermique. Tout ça, ça n'a pas été appréhendé. Ils sont juste partis de « il faut imposer ». Alors bon, moi, l'hypothèse que j'en ai, c'est que la Pinel Plus, c'est plutôt du en même temps parfaitement présidentiel, de dire on fait semblant de continuer tout en réduisant les niches fiscales. Tout à fait, voilà. Oui. Au final, le Pinel va quand même s'arrêter d'ici la fin de l'année. Il va continuer, mais il va être plus difficile d'accès. Est-ce que justement, c'est encore possible d'investir avant la fin de l'année ? Alors oui, c'est justement le message qu'il faut passer aujourd'hui. Si vous avez envie de le faire, si vous y aviez déjà réfléchi, oui, il faut le faire maintenant. On a une fenêtre de tir assez incroyable parce que on a encore du produit, parce que la fin d'année dernière et le début d'année ont vu sortir des projets justement post-Covid, donc il y a eu plus. Mais il y a des produits parce qu'on connaît les difficultés il y a des zones où du vous neuf. avez des produits. Il y a des zones où vous avez des produits. Justement, les municipalités qui n'ont pas freiné, qui ont été dans cette transition, on peut en reparler après sur les communes avec plaisir, ou sur les métropoles où vous allez trouver. Mais c'est vrai que vous avez aujourd'hui des produits qui sont sortis en début d'année, donc les permis post-Covid. Et comme en fin d'année dernière, il y avait la transition de la norme pour les permis de construire, beaucoup de promoteurs se sont dépêchés de passer des permis avant le 31 décembre. Donc on a du produit sur certaines zones. Donc c'est le moment. Par contre, attention, à partir du 10 novembre, c'est terminé, puisque les banques financeront plus, elles n'auront plus le temps. Et pour nos auditeurs, ce qui est extrêmement important donc 10 aussi... novembre, c'est moins que la fin de l'année. On a très peu de temps. Exactement. En gros, on a un mois et quelques. Voilà, on a un mois pour trouver le bien, mettre en place et faire le financement. Pourquoi ? Parce que c'est votre acte notarié qui va valider l'éligibilité à la loi. Il faut donc passer chez le notaire avant le 31 décembre, peu importe que votre bien soit loué en 2023 ou 2024, qu'il soit livré. C'est la date d'acte qui bloquera l'éligibilité. Alors, Antoine, on va parler justement des investissements. On continue avec les SCPI. Alors, Iroko, c'est une SCPI internationale, européenne plus précisément, c'est-à-dire que vos bâtiments, il y en a une quarantaine, 44 je crois plus exactement, sont répartis en fait en Europe. Alors je crois que c'est Allemagne, pays nordiques aussi. On est Europe de l'Ouest de manière générale. Ouais. Alors pas Europe de l'Est. Pas trop à l'Est. En ce moment c'est déconseillé. En ce moment effectivement avec la crise, on évite. On est aujourd'hui en Allemagne, en Espagne, en France, en Irlande et aux Pays-Bas. On regarde de très près également des pays comme l'Italie, le Portugal. Et effectivement, on a un patrimoine qui se veut diversifié d'un point de vue des secteurs d'activité qu'on vient d'évoquer, mais également des zones géographiques. Et c'est important pour nous pour être présent sur plusieurs cycles, d'une part, diversifier un maximum le patrimoine. Et c'est également un atout indéniable pour nos épargnants, puisqu'il y a un avantage fiscal à avoir des revenus fonciers étrangers, c'est qu'il n'y a pas de prélèvements sociaux. D'accord, alors justement, ça c'était la deuxième partie de ma question. Il y a un avantage aussi, j'imagine que certaines classes d'actifs sont moins chères dans certains pays aussi, c'est plus avantageux en termes de prix et donc d'avantages fiscal. Alors c'est-à-dire, expliquez-nous la fiscalité qui s'applique quand on a des parts dans une SCPI. Alors il faut donc distinguer les deux sources de revenus. On a des revenus qui sont issus d'immeubles situés en France et des revenus situés, à l'extérieur. Issus, exactement, d'immeubles situés à l'étranger. C'est la part, combien c'est la part de chacun ? Aujourd'hui, on a environ 50% en France et 50% à l'étranger chez Iroko.
Et les revenus fonciers français sont fiscalisés comme des revenus fonciers classiques à hauteur de votre tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux. Et la magie sur les revenus étrangers, c'est qu'il n'y a pas les prélèvements sociaux. D'accord, oui, donc c'est non négligeable comme économie. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à investir dans une SCPI internationale ? Ça permet d'ouvrir aussi une certaine profondeur de marché. On a un marché aujourd'hui en France sur l'immobilier d'entreprise qui représente 40 milliards. En Espagne, on a à peu près 20 milliards. En Allemagne, 40 milliards également. Donc on s'ouvre des opportunités qui sont également plus intéressantes à l'étranger. Vous évoquiez le fait qu'on peut aller chercher des rendements un peu plus intéressants. Est-ce que c'est simple de revendre ses parts des SCPI ? Ça reste de l'immobilier, donc par définition, c'est pas le placement le plus liquide. On n'est pas sur des actions et des obligations qui peuvent s'échanger très rapidement. Ça va dépendre des conditions d'entrée et de sortie. Donc on doit avoir au moins autant d'entrée dans la SCPI que de sortie pour pouvoir satisfaire une demande de rachat. Si jamais il y a un embouteillage à la sortie, donc beaucoup plus de rachat que d'entrée, on va devoir patienter. Il faut patienter parce qu'une des options privilégiées, c'est revendre un immeuble. Et malheureusement, ça ne prend pas quelques jours, mais plutôt quelques semaines, voire quelques mois. Quels sont les profils de vos investisseurs ? Là, je parle chez Iroko. Quels sont les profils des investisseurs ? Alors, l'épargnant moyen chez nous, il a 44 ans. Maintenant, on parle à des profils très variés. On a des jeunes actifs qui souhaitent placer leur premier bonus, leurs premières économies. On discute également régulièrement avec des personnes qui sont un peu plus installées, qui ont par exemple fait l'acquisition de biens, que ce soit via du Pinel ou autre, qui souhaitent revendre ces immeubles pour éviter la contrainte de gestion et avoir un complément de revenu à la retraite. On a des personnes aussi qui souhaitent anticiper le financement des études de leurs enfants, des personnes qui sont des chefs d'entreprise qui ont revendu leur titre de société et qui souhaitent réinvestir. Donc on a vraiment un public qui est assez large. Donc tout à l'heure, vous l'avez dit, le montant minimum donc chez vous, c'est 5 000 €. Après, comment ça se passe ? Parce qu'on a des auditeurs donc, qui nous demandent en termes de mensualité, c'est quoi ? C'est mensuel, c'est trimestriel, les mensualités ? Alors il y a des CPI qui vont verser des revenus au trimestre, d'autres au mois. Nous, on a fait le choix de le faire au mois. Alors c'est une contrainte supplémentaire pour gérer cela, mais c'est important parce que ça apporte un revenu complémentaire, que ce soit en face d'un crédit pour rembourser une mensualité ou bien pour apporter un complément de revenu mensuel. On a ce qu'on appelle en SCPI, et c'est important de le préciser, un délai de jouissance. Donc à l'investissement, vous avez un délai pendant lequel vous ne percevez pas de revenus. Ça, c'est le temps qu'il faut à la SCPI pour convertir vos capitaux et les transformer en immobilier qui puissent générer des revenus. Donc vous avez un délai qui varie de 3 à 6 mois. C'est les démarches en fait, qui sont derrière, c'est ça ? C'est le temps qu'on a en tant que société de gestion pour convertir vos capitaux que vous nous confiez et les transformer en immobilier qui puissent générer des revenus. D'accord. Et alors, en général, les gens en moyenne chez vous investissent combien ? Nous, on a un panier moyen pour un investisseur qui est de 40 000 €. D'accord. Donc, ils viennent avec 40 000 € à investir en moyenne. Encore une fois, on a des profils très variés. Donc, des personnes qui vont mettre simplement le minimum d'investissement qui est de 5 000 €. Et puis, des personnes qui ont revendu des appartements ou qui ont un patrimoine un peu plus conséquent et qui décident d'y allouer une plus grosse somme. D'accord. Arnaud, alors même question en ce qui concerne du coup les investissements en loi Pinel. Comment ça se passe du coup ? Quelles sont les démarches à faire et qu'est-ce que vous conseillez en fait aux investisseurs qui veulent se lancer dedans pour un premier investissement immobilier ? Alors, c'est une excellente question. C'est vrai que nous, c'est une de nos forces, en fait, chez Patrimoine Store, parce qu'on part de nos clients. Alors, ça paraît rien de dire ça, mais nous, on vend du service et de l'accompagnement. Donc, quand on met un projet en place, notre client peut avoir un abonnement pendant 10 ans avec nous. Donc, l'idée, c'est quand même de bien le calibrer, parce que sinon, ça va être compliqué derrière. Donc, la clé de la réussite d'un Pinel, en fait, c'est de ne surtout pas partir du produit. Ça paraît bête quand on dit ça, mais l'erreur souvent qui est faite, c'est j'arrive au bout de ma rue parce que je dépose les enfants et je vois qu'il y a un programme et je me dis tiens, c'est super, je vais acheter là. Et ça, c'est l'erreur fondamentale que l'on fait. La première chose à éviter, c'est ça. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sûr que ce produit correspond à 2 choses principales. Déjà, votre fiscalité, votre situation financière, mais surtout à vos objectifs à long terme. Je prends un exemple tout simple. Si votre objectif, c'est de faire du complément de retraite, il n'y a pas de problème d'acheter un appartement de T2 en zone étudiante où il y a 40 appartements identiques dans la même résidence. Ça, c'est pas un problème. Vous aurez vos loyers, il n'y a aucun sujet. En revanche, ça devient un problème si votre simple objectif est de faire un achat-revente et au bout de la Pinel de revendre. Pourquoi ? Parce que vous allez être en concurrence avec les 39 autres appartements qui ont été vendus à des investisseurs. Et donc, l'important, c'est de partir de vous, en fait, de l'humain, de qui vous êtes et quels sont vos objectifs, à quoi ça doit servir. Si on part comme ça, il y a aucun sujet derrière. Ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas en charge votre cahier des charges, justement, ou en compte votre cahier des charges. On prendra ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez un T2, un T3, dans quelle ville, etc. Mais au moins,
on aura calibré le dossier par rapport à qui vous êtes. Et c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper. Voilà. Ensuite, il faut aussi avoir beaucoup de pragmatisme et de sagesse dans l'approche de la loi Pinel. Aujourd'hui, on a pas mal de clients qui viennent sur la plateforme et qui demandent ce qu'on appelle le cash flow positif. Ça n'existe pas en loi Pinel. Aujourd'hui, si vous voulez avoir du cash flow positif, il faut prendre du risque ou il faut s'éloigner. En loi Pinel, vous allez avoir non seulement des prix au mètre carré de zones tendues, mais vous allez aussi avoir des plafonds de loyer. Donc il faut accepter de mettre un effort d'épargne tous les mois. Votre projet, il va être rentable. C'est juste qu'il va être rentable sur le long terme. Sur le long terme. Exactement. Il va être rentable au moment de la revente. Là aussi, c'est pareil, on pourrait faire une émission entière sur l'achat et la revente, quel prix, etc. Mais il y a des plus-values au moment de la revente qui sont... en fait, nous, on n'en compte aucune. On n'en compte aucune, on compte une revente au prix d'achat. Pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, exactement. Et par contre, c'est vrai que nous, on éduque beaucoup nos clients sur la sortie. Et il faut arrêter aussi avec ce spectre de dire l'immobilier égale la plus-value. Non, l'immobilier, et ça rejoint les SCPI, l'immobilier, c'est avant tout une rente. Vous pouvez avoir 10 000, 15 000, 20 000 euros de plus-value à la sortie. Si pendant 6 ans, vous n'avez pas eu de locataire, vous avez perdu de l'argent. Donc la priorité, c'est d'avoir un immeuble ou un appartement qui va se louer. Il ne faut pas qu'il y ait de vacances locatives, c'est le plus important. C'est le principal en fait, c'est le principal. Comme ça vous offre à la sortie 3 possibilités. Soit vous revendez, soit vous prolongez la loi Pinel, suivant la date où vous êtes, soit vous transformez en meublé. Mais quoi qu'il arrive, vous n'avez pas perdu en termes de rente. Ça vous a coûté la même chose tous les mois. Donc après, si au final il y a une plus-value, tant mieux. Mais ça sera du bonus. Voilà. Et juste pour donner une stat qu'on a eue sur les zones tendues aujourd'hui, pour une mise en location de loi Pinel, vous avez 38 dossiers de locataires. Ouais. C'est hallucinant. Surtout que là, nous, c'est ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est que le marché de la location se tend. Il y a de moins en moins d'offres et plus de candidats à chaque offre. Donc forcément... c'est la loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, le marché du neuf est en berne complètement. Et l'immobilier ancien, lui, malheureusement, ne crée pas d'offre. On va s'échanger un bien immobilier, mais on ne va pas créer une offre. Le seul moyen de détendre le marché, c'est de créer de l'offre. Tout à l'heure, vous parliez des zones. Si, par exemple, je veux me lancer avant le 10 novembre, hein, c'est ça, dans un bien, je veux faire un investissement en Pinel, quelles sont les zones que vous me conseillez? Quelles sont les villes? On a fait une analyse, nous, où il reste des biens. Voilà, exactement. C'est exactement ça, une analyse en se disant comment on peut faire pour avoir pour un peu tous les budgets, un peu tous les portefeuilles et arriver à trouver des biens, quelles sont les métropoles qui vont vous accueillir assez facilement aujourd'hui, tout en ayant le choix. Parce que l'idée, c'est pas d'aller chercher une queue de programme de l'appartement que personne ne veut. Sinon, c'est pas un bon investissement. Aujourd'hui, on a sorti 3 métropoles qui ont du stock. Vous avez Toulouse, zone B1. Vous avez la métropole lilloise. Donc qui est... Oui, on parle beaucoup de Lille. Hein, voilà, vrai. Exactement. Et Lille, en plus, revient vraiment sur le devant de la scène post-Covid, à 1 heure de Paris, etc. Et Lille a fait un choix assez intéressant en termes de stratégie Pinel, c'est qu'ils ont 2 zones. Ils ont la périphérie qui est en B1 et le Pinel, le centre-ville qui est en zone A. Et en fait, ils ont fait ce choix-là pour lutter notamment contre les meublés et les meublés courte durée. Donc c'est hyper intéressant. Vous pouvez avoir tous les budgets à Lille. Vous pouvez avoir aussi bien du centre-ville un peu plus cher que de la première couronne très dynamique. Et ensuite, la dernière zone, c'est le Grand Paris. Alors, plutôt aujourd'hui, la première couronne bis ou deuxième couronne qui est en plein essor parce que post-Covid, les gens et les locataires notamment n'ont pas peur de s'éloigner un peu plus pour avoir plus de surface. Vu qu'avec le télétravail, ils peuvent se déplacer que 2 voire 3 jours par semaine et ils n'ont pas la contrainte journalière. Et on voit la deuxième couronne où vous avez, alors là pour le coup, des belles rentabilités parce qu'il y a des prix au mètre carré qui n'ont pas encore augmenté. Et si vous mettez loyer plus gain fiscal, on n'est pas loin de 6% dans pas mal d'investissements. D'accord. Et là, vous allez trouver du produit. Donc c'est 3 zones très différentes, mais qui fonctionnent très très bien. D'accord, c'est noté. Antoine, tout à l'heure, on parlait de la RE 2020, de tout ce qui est lié de la loi climat et résilience, voilà, de tout ce qui est lié au climat et à la protection de l'environnement. Chez Iroko, vous êtes labellisé depuis votre création. Vous avez quoi, 2 ans et demi, 3 ans Ça fait à peu près 2 ans effectivement que la SCPI est lancée. On est la plus jeune SCPI à avoir été labellisée ISR en effet. Ouais. Et alors, c'est-à-dire en fait, en quoi ça consiste? Alors, la label ISR, c'est quelque chose qui est délivré par l'AFNOR, qui nous permet, nous, donc c'est investissement socialement responsable, pour expliquer à nos auditeurs, ça nous permet de pouvoir améliorer continuellement nos biens et d'avoir un impact environnemental positif sur notre parc immobilier. Ça passe par la mise en place de travaux
sur le parc immobilier. Alors ça peut être des choses parfois assez simples, c'est changer le système d'éclairage et remplacer les ampoules par des LED. Des LED, oui. Mettre en place des systèmes de climatisation automatique. Ça s'arrête exactement, avant. Exactement, tout à fait. Et c'est des actions qui sont parfois assez simples. On se partage les coûts avec les locataires et ça a un impact environnemental très favorable sur notre parc immobilier. Et puis sur la facture d'énergie aussi. Sur la facture d'énergie, ça rend nos immeubles évidemment plus attractifs pour nos futurs locataires, nos futurs vendeurs. Tout à fait. On espère avoir moins de vacances locatives. Et des immeubles qui puissent potentiellement se valoriser dans le temps. Est-ce que les investisseurs sont en recherche justement de solutions, de produits labellisés ? Est-ce que vous remarquez sur le terrain ? Est-ce que il y a une prise de conscience qui s'opère ? Parce que on en parle beaucoup en ce moment, c'est vraiment dans l'actualité, mais est-ce que vraiment les gens sont réceptifs à ça ? De plus en plus, on a toujours des investisseurs qui cherchent du rendement et avant tout du rendement, mais on a de plus en plus de personnes qui sont très intéressés par tout ce qui est investissement socialement responsable, et c'est important effectivement de prendre le pli. Il y a aussi des normes qui vont sortir d'ici 2030 avec le décret tertiaire notamment, qui va obliger tout détenteur d'immobilier d'entreprise de réduire un maximum la consommation d'énergie de ses biens. Et avec le il y a eu un petit couac avec ça a été repoussé au 31 décembre, mais c'est vrai que là aussi on s'y met en fait. Tout le monde doit s'y mettre au final. Je crois que c'est un peu le mot d'ordre. Après c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde, pour tout le secteur en fait. C'est pas facile, mais oui c'est vrai que les gens ont envie de s'y mettre. Un petit mot peut-être sur votre stratégie d'investissement du coup dans les mois et l'année à venir. On continue de diversifier un maximum et de poursuivre nos acquisitions à l'étranger. C'est vraiment le mot d'ordre aujourd'hui sur la SCPI Rocozen, c'est de diversifier. C'est une SCPI opportuniste. Il y a beaucoup de SCPI thématiques sur le marché qui vont aller investir sur une seule classe d'actifs. Ça peut être que de l'entrepôt ou que du bureau. Alors ça, on l'a vu, c'est pas très malin de faire ça avec les crises, enfin la crise qu'on a eue, la crise sanitaire, la crise économique qui se profile. C'est vrai que je pense que les économistes vous le diront, vaut mieux diversifier. Il vaut mieux diversifier et voilà, c'est le maître d'ordre aujourd'hui chez nous, rester souple et opportuniste à ce niveau-là. Et du coup, étranger, dans quel pays ? On regarde encore d'autres pays, toujours dans l'Europe de l'Ouest, l'Italie notamment, oui. Le Portugal, mais ça met du temps. Il faut évidemment aller rencontrer les différents acteurs sur place. Regarder également la fiscalité dans chaque pays et puis regarder un petit peu les opportunités qu'on peut avoir, rencontrer les différents agents immobiliers pour avoir des opportunités d'investissement. Portugal, c'est intéressant pour quelle classe d'actifs ? Ça reste intéressant pour toute classe d'actifs. Ouais. Après, il faut regarder aussi tout ce qui se passe en Italie par rapport aux classes d'actifs, notamment liées aux bureaux et au commerce, où on peut avoir des opportunités qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, on se ferme aucune porte. D'accord, très bien, c'est noté. Où on peut vous trouver du coup ? Comment investir ? Iroko.eu, on a un parcours de souscription qui fait une dizaine de minutes environ. Tout se passe en ligne, il n'y a pas de papier chez nous. D'accord. Et pour investir, toujours c'est ISR, 5 000 €, toujours ISR. Pas de communication non plus en version papier, uniquement en version électronique. Et 5 000 €, 25 parts de la SCPI. On a un site qui se veut être très transparent et pédagogique. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour regarder un petit peu le fonctionnement d'une SCPI. Il y a plein de manières d'investir en SCPI, il n'y en a pas qu'une seule. Donc ça peut répondre à plein de situations et de besoins. Arnaud, chez Patrimoine Store, pareil. Alors, c'est quoi le site internet Alors, c'est patrimoinestore.com et depuis le début d'année, là, on a engagé notre évolution parce que nous, on fait un parcours un peu à l'envers de tout le monde. On arrive du digital et on va sur le terrain ensuite, puisqu'on a lancé aussi l'immobilier classique. Donc là, aujourd'hui, vous allez pouvoir nous retrouver, bien sûr, sur le site et puis sinon, sur toutes les agences qu'on ouvre. Donc là, on a Bordeaux, Poitiers, Tours, Paris, Lille. Voilà. Donc, vous faites pas que du Pinel, c'est bon de le préciser. Non, on fait tout l'immobilier maintenant. C'était un souhait que l'on avait. Et dans l'immobilier ancien ou classique, en fait, on arrive aussi avec une offre très attractive puisque l'acquéreur choisit les frais d'agence qu'il souhaite en fait par rapport à la prestation qu'il souhaite et ensuite il peut être accompagné aussi pendant la durée de vie. Il y a une marketplace de services, enfin il y a plein d'évolutions et de révolutions qu'on mène en même temps. Donc voilà, on fait tout l'immobilier maintenant et pas que de l'investisseur, même si le départ c'était que de l'investisseur. Oui, donc résidence principale, c'est ça que ça veut dire au final. Exactement. Un petit mot peut-être juste avant de terminer l'émission sur le fameux taux d'usure qui a été augmenté donc la semaine dernière par la Banque de France. C'est ça. Ça a été annoncé dans un communiqué de presse. Il a été relevé parce que voilà, il bloquait l'accès à la propriété à un grand nombre de personnes, surtout aux primo-accédants. Qu'est-ce que vous constatez c'est une bonne chose déjà pour vous ? Oui, alors c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est que ça libère deux catégories. Les jeunes qui étaient touchés par des taux plus hauts et surtout après les personnes aussi au-dessus de 50 ans qui étaient touchées par l'assurance décès et donc bloquées par le taux d'usure. Qui faisaient partie du taux, qui rentraient en compte pour calculer le taux d'usure. Exactement. C'est une bonne chose, mais il n'y a rien d'exceptionnel
malheureusement, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la Banque de France n'a fait aucun geste. C'est la méthode de calcul du taux d'usure n'a pas changé, donc c'est naturel. C'est-à-dire que le taux d'usure prend en compte effectivement l'évolution rapide des taux du premier semestre. Donc, on va se retrouver, si les banques, au 1er novembre, rehaussent les taux, comme ça va certainement être le cas, puisque la BCE... sera à nouveau bloqué. Voilà, on sera à nouveau bloqué, et on ne fait que repousser le problème de trimestre en trimestre. Ce problème s'arrêtera définitivement quand la hausse des taux aura stoppé, et donc quand on aura jugulé l'inflation. Donc soit il y a effectivement un vrai geste de la Banque de France, mais qui n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. Pour elle, ça suffit en tout cas. Voilà, c'est ce qu'ils ont annoncé, c'est suffisant. Voilà, sous réserve. Alors après, peut-être que les banques peuvent un petit peu jouer le jeu jusqu'au mois de janvier, temporiser les hausses de taux. Ça, c'est fort probable. Voilà. C'est-à-dire que si elles contiennent la hausse de taux à un 0,20, 0,25 sur le long terme, ça va continuer de passer. Il ne faut pas qu'il y ait une hausse de taux de 0,30 ou 0,40 en banque, parce que sinon on revient au même problème qu'il y a un mois. Ça bloquera encore. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. L'émission touche à sa fin. Merci, Antoine Charbonneau. Je rappelle que vous êtes directeur des relations investisseurs chez Iroko. Merci, Arnaud Groussac, président et fondateur de Patrimoine Store. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.